Mesdames, Messieurs, bonjour et soyez les bienvenus sur Télé Djibouti pour votre édition du 15 heures. Donc, tels sont les points essentiels. Le chef de l'État a présidé la 8e séance du Conseil des ministres. Ce matin, plusieurs projets de loi ont été examinés et adoptés. Ont été à l'ordre du jour. Et l'Europe soutient la Libye pour arrêter les flux migratoires lors de la réunion entre la Libye, les représentants de la Libye et de l'Union européenne. Très heureuse de vous retrouver. Et bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez sur Télé Djibouti. Sous la présidence du chef de l'État, chef de gouvernement, a eu lieu ce matin la 8e séance du Conseil des ministres où 5 questions ont été examinées. Le premier point examiné porte sur un projet de loi devant faciliter le règlement des procédures judiciaires pour le paiement de petites créances. Cette procédure simplifiée permettra de vite récupérer les créances pour les affaires civiles et commerciales ou résultat de la remise de chèques non couverts. Des injonctions de paiement seront établies par les juges. Les magistrats pourront ainsi régler les litiges financiers dans un délai raisonnable. Cela contribuera en outre à améliorer le climat des affaires. Second point examiné, porté sur la création d'un compte de dépôt et de consignation dans lesquels seront placés les fonds et les valeurs remis aux notaires par leurs clients. Ce compte sera placé à la Banque centrale. Il vise à annihiler les escroqueries enregistrées ces dernières années. Le troisième point a concerné notamment l'adoption d'un projet de décret pour rendre obligatoire les inspections techniques et de contrôle des grandes constructions en dur. Je vous propose d'écouter un premier extrait du ministre des Affaires étrangères qui est également porte-parole du gouvernement, M. Mohamed Ali Youssouf. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, sous la présidence du chef de l'État, son Excellence, M. Ismaël Omar Guelleh, s'est tenue la 8e séance du Conseil des ministres en ce mardi 21 mars 2017. Était inscrit à l'ordre du jour un projet de loi et 4 projets de décret. La première question concerne un projet de loi relatif à l'injonction de payer en matière civile et commerciale. Ce projet de loi vise à instituer une procédure simplifiée facilitant le recouvrement des petites créances civiles et commerciales. Cette procédure, intitulée Injonction de payer, remplace celle découlant de la délibération numéro 476, 6e législature du 24 mai 1968, qui est tombée en désuétude. Ce projet répond aux attentes des créanciers qui sollicitent le recouvrement rapide de leurs créances, surtout quand il s'agit d'une petite créance et de surcroît, certaines. Le règlement d'un litige portant sur une somme modique peut parfois durer des années et ainsi coûter cher à l'État et aux créanciers. Il permettra de désengorger nos juridictions qui sont submergées par les affaires et les procédures dilatoires. Il permettra aussi aux juges de travailler sereinement et de régler les affaires dans des délais raisonnables. Ceci va contribuer en outre aux efforts du gouvernement visant à améliorer cette procédure, notamment dans le cadre de l'environnement des affaires. La dite procédure traite, comme je l'ai dit tout à l'heure, les litiges portant sur des affaires civiles et commerciales dont les montants sont inférieurs à 2 millions de francs djibouti. La créance a une cause contractuelle et à 5 millions de francs djibouti quand elle résulte d'un chèque, d'une lettre de change ou d'un billet d'ordre. La deuxième question est relative à un projet de décret portant mise en place d'un compte de dépôt et de consignation pour les transactions notariales. Ce projet de décret vise à créer un compte de dépôt et de consignation dans lequel seront placés les fonds et les valeurs remis aux notaires par leurs clients. Ce compte ouvert à la Banque centrale sera géré par le gouverneur de cette institution. La création de ce compte est une réponse aux problèmes d'escroquerie auxquels la profession de notaire a connu ces dernières années. Le compte de dépôt et de consignation fera l'objet d'un suivi régulier du procureur qui recevra trimestriellement de la part de la Banque centrale un état retraçant les mouvements du dit compte. Le procureur aura la faculté d'ordonner toute vérification et audit. La troisième question est relative à un projet de décret portant obligation des inspections et des contrôles de qualité des constructions en dur et de souscription à une assurance pour des reconstructions de grande envergure. Ce projet de décret a pour objectif une recherche permanente d'amélioration du climat des affaires, notamment dans le bâtiment qui connaît un dynamisme ces dernières années. Il permettra aux investisseurs étrangers, mais également aux investisseurs nationaux, désireux d'investir dans ce domaine, de se prémunir sur le plan réglementaire contre tout risque, en termes d'inspection et de contrôle de qualité des constructions, mais également en termes d'assurance y afférente. Ce décret permettra de disposer d'une réglementation
répondant aux carences relatives à toutes ces questions d'une part, et de compléter les dispositions législatives existantes en la matière d'autre part. En cela, le projet de décret s'inscrit dans une démarche de clarification des procédures. Le Conseil des ministres s'est ensuite penché sur les organismes chargés de concevoir les plans architecturaux et ceux à qui sont confiés la supervision des travaux de construction. L'objectif de ce projet de décret est de rendre plus claire la réglementation en la matière. Puis, deux conseillers techniques ont été nommés, à savoir M. Youssouf Hassan Nouho, qui a été nommé conseiller technique du ministre de l'Intérieur, et de M. Saïd Abdi Elmi, qui a été nommé conseiller technique du ministre de la Communication. Avant de passer au compte rendu des missions effectuées à l'étranger, le Conseil des ministres s'est alarmé de la sécheresse affectant la Somalie et s'est engagé à appuyer ce pays frère et ami. Une première aide alimentaire d'un montant d'$1 million a déjà été octroyée à la Somalie et ce soutien va se poursuivre pour secourir des millions de personnes. Je propose de réécouter les propos, le compte rendu du ministre des Affaires étrangères qui est également porte-parole du gouvernement, M. Mohamed Ali Youssouf. La quatrième question est relative à un projet de décret définissant les compétences et les expériences requises pour la conception des plans architecturaux, la réalisation des plans de structure et la supervision des travaux de construction. L'objectif de ce décret est de formaliser, de clarifier et de réglementer les compétences et expériences requises pour la conception des plans architecturaux, pour la réalisation des plans de structure et pour la supervision des travaux de construction. Le présent décret permettra de répondre aux questions soulevées dans ces rubriques et d'offrir une meilleure visibilité aux investisseurs par rapport à la réglementation en la matière, ce qui permettra d'améliorer la position de notre pays dans le cadre toujours du climat des affaires. Ce projet de décret s'inscrit dans une démarche d'un meilleur encadrement des activités relatives à la construction et ce, à toutes les étapes de la conception, de la réalisation et de la construction du projet. La cinquième question concerne un projet de décret présenté par le ministre de l'Intérieur portant nomination de M. Youssouf Hassan Nouho, qui est nommé conseiller technique du ministre de l'Intérieur, et de M. Saïd Abdi au poste de conseiller technique du ministre de la Communication. En fin de séance, le ministre de l'Habitat a fait rapport au Conseil de sa participation à la 17e réunion des ministres des États membres de la PERSGA, tenue en Jordanie le 16 mars 2017. Le ministre délégué au logement, la ministre déléguée au logement a fait rapport au Conseil de sa participation à la conférence sur l'idée pour le développement, repenser les quartiers précaires, tenue à Paris le 16 mars 2017. Le ministre des Affaires religieuses a pour sa part fait rapport au Conseil de sa participation à une conférence au Caire sur le rôle des dirigeants et des décideurs dans la diffusion de la culture de paix. Le ministre des Affaires étrangères a pour sa part fait rapport au Conseil sur la visite du chef de l'État en Éthiopie, visite d'État, qui s'est déroulée du 16 au 18 mars 2017. Le ministre de la Santé a quant à lui fait rapport au Conseil de sa visite de travail en Turquie du 13 au 19 mars 2017. En fin de séance, le gouvernement s'est penché sur la crise humanitaire qui prévaut en Somalie, du fait de la sécheresse qui sévit dans ce pays. La République de Djibouti a déjà apporté une aide d'urgence d'$1 million en produits alimentaires au Somaliland et est en train de lancer un appel à la mobilisation nationale pour venir en aide à nos frères et sœurs de la Somalie du Sud qui souffrent de cette sécheresse. Et des activités qui seront conduites par la ministre chargée des Affaires sociales seront rapidement lancées afin de poursuivre cette mobilisation pour une aide d'urgence en faveur de nos frères somaliens frappés par cette crise humanitaire sans précédent. Autre actualité nationale dans cette édition du 15h. Le 13 mars dernier, des membres de l'armée et de la marine djiboutienne ont pu monter sur le porte-avions de l'USS George Walker Bush alors qu'il traversait la mer Rouge. Cette visite s'est faite à l'invitation de l'ambassade des États-Unis à Djibouti. Le puissant porte-avions de 102 000 tonnes participe aux efforts de sécurisation en mer. Selon le capitaine John Tully, attaché de défense à l'ambassade des États-Unis à Djibouti, la visite a permis de souligner l'importance des relations entre Djibouti et les États-Unis. La sécurité des mers est d'une grande importance et nous avons la chance d'avoir un tel partenariat
partenariat avec les Djiboutiens, a-t-il indiqué. La délégation officielle conduite par le chargé d'affaires des États-Unis, l'ambassadeur Marc Boulouer, le général Hassan Ali Kamel, a été reçu à bord par le contre-amiral américain Kenneth Whitesell, commandant du 2e groupe aéronaval, et le capitaine américain Will Pennington, commandant de l'USS George Walker Bush. Le porte-avions USS George Bush fait partie du groupe aéronaval déployé pour appuyer les opérations de sécurité maritime de la 5e flotte des États-Unis. Des cadeaux ont été échangés lors de cette visite. Et pour la 3e journée consécutive, la maire de la ville Madame le maire de la ville de Djibouti, Madame Fatouma Awal Ousmane, a poursuivi ses prises de contact avec les différents services rattachés à la mairie de Djibouti. La première étape de sa visite ce matin fut au siège de la commune de Balbala. À son arrivée, Madame le maire a été accueillie par le nouveau président de la commune de Balbala, Wabri Nour Aleye, et ses proches collaborateurs, à savoir le vice-président Haddad Maël Ahmed et le secrétaire général Ali Samatar Saïd et le questeur Ahmed Ismail Assoui. Et Madame le maire de la ville de Djibouti a eu un entretien avec le président de la commune et les notables des quartiers, en présence notamment du président de la commune. Le président de la commune plutôt a d'abord souhaité la bienvenue à Madame le maire. Elle lui a expliqué les rôles et les missions de la grande commune de Balbala. Le préfet du 3e arrondissement, M. Abd, a expliqué ensuite les limites géographiques de chaque quartier de cette grande commune qui est Balbala. Après cette réunion de prise de contact, Madame le maire et sa délégation ont visité les différentes installations et services de la commune, notamment l'antenne de l'État de ville. Madame le maire de Djibouti a procédé ensuite à l'inspection de la cellule d'État civil de cette commune de Balbala. La délégation qui est à la tête de cette délégation, Madame le maire, a visité ensuite le 3e arrondissement, notamment le bureau tribunal coutumier de la première instance. Le chef de cette tribune, greffier Elmi Abdi, a informé Madame le maire des activités menées par le bureau durant ces derniers mois. La 2e étape de la visite de Madame le maire de Djibouti fut la gare routière située à côté du parc à bétail de la banlieue de Balbala. Elle était toujours accompagnée du président de la commune de Balbala, M. Wabri Nour Aleye. Cette visite a permis à la délégation de constater les différents aménagements destinés aux élus pour cette commune de Balbala. Et dans le cadre de la mise en œuvre du projet de soutien à l'adaptation au changement climatique des régions montagneuses, le ministère de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Environnement a organisé une série de formations au profit des agriculteurs d'Adaïlou, d'Assamo et du jardin expérimental de Jama Guedi, des périmètres agricoles situés respectivement à Tadjoura, Alisabi et Dikil. Une délégation du département de l'Environnement, conduite par son secrétaire général Dini Abdallah Omar et formée de hauts cadres du ministère, s'est rendue sur place pour créer les fondements de cette initiative novatrice d'échange d'expériences. Une trentaine d'agriculteurs des différentes coopératives agricoles ont bénéficié de cette formation. Le savoir-faire traditionnel en matière de greffage des agrumes, de mûrissement des palmiers dattiers ou de transformation du lait des chèvres et des vaches en fromage ont été transmis. Ces techniques ont pour but de permettre aux agriculteurs et éleveurs de mieux générer des sources de revenus pour s'adapter au changement climatique et renforcer ainsi la résilience de populations rurales. Je propose d'écouter le président du conseil régional de Dikil, M. Abdel. L'échange d'expériences agronomes entre les communautés venant de différentes régions qui s'est déroulé sur le périmètre de Harrou, appartenant à Jama Guedi, a été une première initiative novatrice selon le directeur de l'environnement, M. Ridash, et le secrétaire général, M. Dina Abdallah. L'agriculture de région Assamo à Daïlou ont profité de l'expérience de pionnier Jama Guedi qui s'est lancé dans l'agro-pastoralisme avec des réussites encourageantes. Les agriculteurs ont profité aussi de l'épineuse expérience de l'agronome qui travaille sur le terrain. L'objectif de cette formation est de mettre en valeur les potentialités agricoles de chaque région grâce aux expériences des premiers dont M. Jama Guedi qui exploite la terre à Harrou, à Dikil, avec la participation d'une soixantaine
de francs. Les agriculteurs se sont familiarisés avec la technique de greffage. Cette agriculture a été organisée par le ministère de l'Environnement dans le cadre de l'adaptation au changement climatique. Ce matin s'est déroulée à Tadjoura une délicate intervention gynécologique qu'a subi une jeune fille de 24 ans. Une prothèse lui a été donc installée au niveau de l'utérus afin qu'elle puisse accoucher normalement. Tout ça dans le cadre de la caravane de la santé qui est actuellement dans cette ville côtière de Tadjoura. L'opération a été menée avec succès par Dr Waberi Fatah, obstétricien de la maternité de Dar al-Hannan. C'est une première fois qu'une telle opération nécessitant une très grande technicité s'est faite à Tadjoura grâce à la caravane médico-chirurgicale initiée par le ministre de la Santé. Les bienfaits de cette initiative se justifient jour après jour. Ce genre d'opération est une intervention délicate et qui ne se fait normalement que dans un bloc opératoire des grands hôpitaux et avec un matériel de pointe et performant. Ce qui a été réalisé à Tadjoura est donc une première. Le docteur Waberi Fatah, le gynécologue obstétricien qui a réalisé l'opération, s'est déclaré très fier. Je suis content, s'est dit, d'avoir réussi cette opération qui a redonné de l'espoir à cette jeune fille. Je propose de l'écouter. Donc, le gynécologue obstétricien de l'hôpital de référence de Dar al-Hannan, Dr Waberi, a également indiqué que c'est un véritable défi pour lui et il en tire bien sûr une grande fierté personnelle, a-t-il déclaré au micro de nos collègues qui se trouvent actuellement avec cette caravane médicale dans cette ville côtière, la ville blanche de Tadjoura. Et la page sport de cette actualité, c'est l'arrivée à Djibouti de l'équipe sud-soudanaise pour le match qualificatif de la CAN 2019 dans le cadre donc des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations en 2019 qui se tiendra au Cameroun. Les requins de la mer Rouge vont affronter demain l'équipe nationale du Sud-Soudan au stade Goulet. Et pour bien préparer ce match qui s'avère crucial pour les deux équipes, l'équipe de Sud-Soudan a atterri hier soir à l'aéroport d'Ambouli, soit un jour en avance du match. À la sortie de l'aéroport, le président de la Fédération de football sud-soudanaise s'est dit très préoccupé par le match de demain avant de mettre en valeur la relation qui unit ces deux pays frères. De son côté, l'équipe nationale de Djibouti donc, comme je vous l'annonçais, de son côté, l'équipe nationale de Djibouti s'entraîne normalement et progressivement au complexe de Ouafat. Demain, devant les supporters djiboutiens, ils devront doubler leur effort pour remporter cette rencontre et honorer ainsi tout un peuple et tout un pays. Pour rappel, Djibouti et Sud-Soudan font partie du groupe C avec le Mali, le Gabon ou encore le Burundi. Le premier de chaque groupe sera qualifié directement à la phase finale de la CAN 2019. Les 3 meilleurs deuxièmes des 12 groupes seront également qualifiés. Donc demain, le stade Goulet va vibrer. Djibouti compte sur son 12e homme qui sont les supporters. Donc j'invite tous les Djiboutiens et Djiboutiennes à aller pousser notre équipe nationale face aux Sud-Soudanais, match qui se déroulera bien sûr demain soir à 19h au stade Goulid. Concentration. On a débuté avec des séances pendant les 2 premiers jours, puis après on est repassé à une séance pour donner une fraîcheur aux joueurs, à ce que le jour J soit en parfait état de forme. L'atmosphère est bonne, je pense qu'il y a un bon climat au sein de l'effectif, il y a une belle ambiance, les enfants sont très motivés, ils le disent tous les jours, ça se sent à l'entraînement. Seulement, on voudrait demander à notre cher public de venir le jour J nous pousser parce que l'avantage que nous avons, c'est l'adversaire, c'est le terrain qui est certes là, mais le public aussi doit être là, il doit être derrière l'équipe nationale, il doit pousser. C'est une affaire nationale, c'est le drapeau qui est en jeu, on est tous concernés et nous sommes chez nous, on se doit de tout faire, Inch'Allah, de gagner, de remporter et de faire un bon match. Que Allah subhanahu wa ta'ala nous donne la victoire, Inch'Allah. Inch'Allah, j'espère que tous les Djiboutiens qui nous écoutent vont aller pousser notre équipe nationale qui va disputer demain soir au stade Goulet. Bien sûr, la place est gratuite, donc allez nombreux. Et de là,
nous passons à l'actualité africaine et internationale. Une aide accordée par l'Union européenne à la Libye pour stopper les flux migratoires. L'Italie et ses alliés européens se disent prêts à aider économiquement la Libye et proposent de lui envoyer de l'équipement pour l'aider à stopper le trafic des migrants au départ de son pays. Rome a accueilli les ministres de l'Intérieur de 8 pays de l'Union européenne, dont l'Allemagne et la France, afin de renforcer le soutien accordé le mois dernier à la Libye pour l'aider à lutter contre la traite des êtres humains. Il faut maintenant des investissements très importants, a déclaré Marco Minniti, le ministre de l'Intérieur italien, aux journalistes après la réunion. Il assure que l'engagement était total et absolu. Que représentent ces engagements concrètement? 10 patrouilleurs ont été promis aux gardes-côtes libyens et le premier doit être envoyé mi-mai, selon M. Marco Minniti. Autre engagement pour répondre aux problèmes des traitements inhumains et illégaux des migrants, des camps seront créés pour accueillir ces réfugiés sur le sol libyen. Cependant, ces camps recevront l'assistance des agences humanitaires des Nations Unies et l'Union européenne pour leur bon fonctionnement. Marco Minniti a ajouté qu'il sera possible d'entreprendre une procédure de demande d'asile depuis ces camps. 200 millions d'euros alloués par l'Union européenne le mois dernier pour lutter contre le trafic de réfugiés en Méditerranée, 90 millions d'euros pour la Libye, 200 millions alloués par l'Italie aux pays africains pour les aider à contrôler leurs frontières. Le chef de gouvernement de l'Union européenne, libyen, soutenu par l'ONU, cherche des ressources supplémentaires. Faiz al-Sarraj s'est entretenu avec le groupe de 8 ministres en huis clos. Il aurait demandé plus d'argent et d'équipements, c'est qu'a déclaré une source anonyme. Selon le quotidien italien Corriere della Sera, Sarraj a demandé des radars, des embarcations, des hélicoptères ou encore des véhicules tout-terrain pour un total de 800 millions d'euros. Les flux migratoires vers l'Italie continuent malheureusement à augmenter, c'est qu'a déclaré le commissaire européen aux migrations Dimitri Avramopoulos. S'il y a un pays sous forte pression, c'est l'Italie, a-t-il conclu. Ce dimanche, donc, les gardes-côtes italiennes ont dû porter secours à plus de 3300 personnes au large de la Libye. En tout, plus de 20 000 réfugiés sont arrivés dans le pays depuis le début de l'année, un nombre en augmentation de 50% par rapport. Et le débat qui s'est déroulé hier soir pour la présidentielle en France entre les 5 candidats, pas de réel vainqueur donc à l'issue de ce débat. Donc de nombreux sujets ont été survolés par 5 des 11 candidats à la présidentielle conviés à débattre sur la chaîne TF1. C'est la première fois que les prétendants à la magistrature suprême débattent avant même le premier tour et plusieurs participants ont déploré l'absence des autres candidats, à commencer par Marine Le Pen. La chef de file du Front National reste la favorite des sondages qui la disent tout battue au second tour par Emmanuel Macron ou Jean-Luc Mélenchon. Emmanuel Macron reste, lui, au coude à coude avec la candidate de l'extrême droite dans les sondages. Certains lui donnent même l'avantage avec un demi-poids d'avance. Troisième des intentions de vote, le candidat conservateur des Républicains, François Fillon. Personne n'a voulu parler hier des affaires durant le débat, si ce n'est une légère pique de Benoît Hamon. Le candidat socialiste a, lui, particulièrement attaqué le programme d'Emmanuel Macron, son adversaire centriste, soutenu par de nombreux membres du Parti socialiste, dont l'ancien maire de Paris, Bertrand Delanoë. Enfin, Jean-Luc Mélenchon est sans doute celui qui a joué le plus avec le public présent sur le plateau. Le radical de gauche a également égratigné les médias, selon lui, plus détesté encore par les Français que les politiques. C'est tout pour cette édition du 15h. Reste avec nous. Par contre, ne bougez pas. Une poignée de minutes plus tard, juste après cette page de pub, je vous retrouve le focus avec Hussein Aouled. Nous revoilà ensemble et Hussein Aouled m'a rejoint sur le plateau. Bonjour Hussein. Bonjour. Et nous allons parler de l'ancienne présidente sud-coréenne, Madame Park, qui a présenté ses excuses en public au peuple sud-coréen. Oui, effectivement, Chougui, en se rendant dans la matinée dans le bureau du procureur que Park, l'ancienne présidente sud-coréenne, a adressé un bref message aux centaines de journalistes qui l'attendaient. Elle a promis de collaborer avec sincérité à l'enquête qui doit déterminer s'il sera inculpé d'abus de pouvoir, de corruption ou de coercition, entre autres charges. Destitué le 9 décembre dernier par l'Assemblée nationale, Park et surtout son ami, depuis 40 ans, Choi Son-sil, sont soupçonnés d'avoir soutiré des millions de dollars à de grands groupes industriels tels que Samsung. Et aux États-Unis, prochaine interdiction des appareils électroniques sur des vols du Moyen-Orient. Oui, effectivement, les États-Unis s'apprêtent à interdire à partir d'aujourd'hui aux passagers embarquant sur des vols en provenance de plusieurs pays du Moyen-Orient d'emporter en cabine des appareils électroniques comme des tablettes ou des ordinateurs portables.
Sur son compte officiel Twitter, la compagnie Saudi Airlines prévient que les ordinateurs portables et les tablettes ne sont pas autorisés sur le vol vers les États-Unis. Le tweet a ensuite été effacé par la compagnie. Des médias américains ont expliqué que la nouvelle régulation prise pour des questions de sécurité devait rester pour l'instant confidentielle. En clair, c'est que les téléphones, les tablettes et même les PC sont plus accessibles dans le Boeing. Les avions qui rallient le Moyen-Orient aux États-Unis. Merci Hussein pour ces précisions. Merci également à vous de nous avoir regardés, de nous avoir suivis. J'aurai le plaisir de vous retrouver très prochainement. Entre-temps, je remercie au passage toutes les équipes techniques à la régie, bien sûr, mais aussi à la rédaction pour ce bulletin d'information. À très vite et portez-vous bien. Très bon début d'après-midi à vous tous. Bye bye.